Donc nous allons entamer le dernier et pas le moindre panel de cette conférence annuelle du programme de recherche sur gouverner la transition urbaine en Afrique. Donc ce panel dont j'ai l'honneur d'assurer la modération avec Madame Maïmouna Ndong Etroa présente la particularité de regrouper de jeunes chercheurs et chercheuses donc, qui sont rattachés à des universités africaines. Donc, pour la petite introduction, comme vous le savez, et cela a été rappelé depuis hier, l'urbanisation en Afrique présente un certain nombre de caractéristiques. On va essayer peut-être d'en citer quelques-unes qui ont un lien direct avec cette thématique-là des villes nouvelles. D'abord, même si, comme on aime à le rappeler depuis 2007, un habitant sur deux dans le monde vit dans une ville, cette situation n'est pas toujours vraie en Afrique puisque le taux d'urbanisation du continent africain n'a pas encore dépassé 50%. Et en même temps, c'est en Afrique et en Asie où on note les taux de croissance urbaine les plus élevés. Ce qui a donc un lien direct avec cette thématique des villes nouvelles parce que comme Tommy Thompson hier dans sa présentation l'a rappelé, la carte des villes nouvelles déclarées, cette carte-là mettait en première place ces deux continents, à savoir l'Afrique et l'Asie. La deuxième caractéristique qui pourrait avoir un lien avec cette thématique des villes nouvelles est que cette urbanisation du continent africain n'a pas encore fait reculer la population rurale. Et quand on sait le poids ou l'importance de l'exode rural dans justement le processus d'urbanisation des villes africaines, en même temps que l'accroissement naturel de la population, ceci d'ailleurs est un élément révélateur de la transition urbaine. Enfin, troisième caractéristique qui pourrait avoir un lien avec cette thématique des villes nouvelles, c'est que l'urbanisation de l'Afrique est une urbanisation plutôt récente. Quand on compare la situation du continent africain avec d'autres parties du monde, et ce caractère récent lui donne donc une dynamique qui pourrait justifier justement cette volonté des États africains à mettre en place ces villes nouvelles. Merci les organisateurs de cette conférence. Permettez-moi de remercier un de mes professeurs qui est dans la salle, il s'appelle M. Kassé. Bon, il m'a beaucoup orienté dans le cadre de ma recherche. Actuellement, je vous présente le sujet, la place des périphéries rurales dans le processus de métropolisation de Saint-Louis, dynamique périurbaine et conflit d'usage dans le contexte d'émergence de nouvelles centralités périphériques. Bon, comme plan, j'ai élaboré la problématique, posé la question de recherche, objectifs, hypothèses, méthodologie et résultats, et discussions, conclusions et perspectives. Depuis quelques années, la fabrique urbaine est en pleine émulation d'idées pour faire évaluer nos villes. La créativité des programmes de qualité des bâtiments conçus, services proposés aux habitants, une approche environnementale. Et l'ensemble des paramètres des projets sont pensés pour créer des centralités locales et de nouveaux espaces à investir. Et bien souvent, dans ce contexte, chaque mètre carré disponible en ville est l'opportunité d'un futur quartier ou projet à destination des habitants. Dans ce cadre tendu, les périphéries métropolitaines sont les lieux de mutation particulièrement importantes et rapides qui renvoient à de multiples questions touchant à la fois à la production et à la saturation de l'ère urbaine, aux relations entre la métropole et son environnement immédiat, à la gestion d'espaces marqués surtout par la rapidité des changements qui s'y opèrent et les intérêts d'acteurs multiples entrent en conflit d'usage. Et c'est dans ce sens que les villages du rural périurbain correspondent aujourd'hui de nouvelles dynamiques liées aux nouveaux usages des sols et qui amènent une part prépondérante de l'espace périurbain à connaître de forts taux de croissance, à une consommation de sol plus rapide que prévu dans l'espace périphérique rural. Et la question que l'on se pose, c'est-à-dire
nous pouvons se demander dans cette question principale comment l'espace périurbain de Saint-Louis peut-il favoriser des dynamiques de transformation territoriale et de conflit d'usage entre les acteurs du territoire. Et cette question principale décompose en 3 questions et spécifiques, c'est-à-dire du point de vue géohistorique, comment est constituée l'histoire urbaine de Saint-Louis et son prolongement dans l'espace périphérique. Et la deuxième question, quelles sont les principales forces motrices, c'est-à-dire l'émergence de nouvelles centralités périphériques en lien avec l'extension urbaine opérée dans les espaces périphériques, et comment ces nouvelles dynamiques peuvent-elles engendrer des conflits d'usage. Et la troisième question, à l'échelle métropolitaine, quelle place pour un projet territorial dans un nouveau schéma de reconversion de développement territorial durable, surtout dans le contexte de l'ère numérique et de l'exploitation du gaz et du pétrole. Les objectifs spécifiques, qui ceinturent comme la ville presque l'espace périphérique, c'est-à-dire la commune de Gandon et de Gandiol ceinture presque la ville de Saint-Louis, c'est l'espace périphérique actuellement demeure un grenier d'urbanisation. Et sur la base de cette analyse scientifique, que notre recherche a cet objectif. C'est-à-dire, la première objectif, c'est de retracer l'histoire urbaine de Saint-Louis à travers une approche diachronique, analyser les nouvelles dynamiques territoriales qui sont aujourd'hui plus importantes en matière de flux, de mobilité résidentielle, d'activité. Et notre troisième objectif, esquisser à l'échelle métropolitaine, c'est-à-dire une perspective de politique de la ville durable, sur le long terme, une approche qui intègre harmonieusement l'intercommunalité et aussi la mise en forme du projet de Ndar City un programme créé par l'État du Sénégal. La ville de Saint-Louis est fondée par les colons français du XVe siècle. Et l'histoire urbaine de Saint-Louis s'est intensifiée au milieu du XIXe siècle. Et la ville aussi, c'est la capitale de l'AF. La ville joue un rôle culturel, économique prépondérant dans l'ensemble de l'Afrique occidentale. Et sa situation s'est accélérée dans la partie continentale qui est le Sor et se traduit actuellement vers les espaces mixtes intermédiaires et espaces ruraux. Identifier les forces motrices qui recouvrent les dynamiques évolutives à la frontière entre la commune de Saint-Louis et les communes rurales, en l'occurrence Gandon, Gandiol et autres Palfas, qui lui sont proches. Et d'autre part, cette nouvelle force de transformation de la périphérie génère des tensions et des conflits liés à la multifonctionnalité des usages. Notre troisième axe hypothèse s'intéresse c'est-à-dire de réfléchir sur le devenir du projet territorial de l'espace métropolitain de Saint-Louis. Il s'agit de réfléchir à la mise en œuvre d'une intercommunalité qui peut retrouver une nouvelle construction interterritoriale actuellement mise en place par les différentes collectivités territoriales dénommée Acte Saint-Louis. Cette association des collectivités territoriales favorise l'espace vers une logique d'agglomération beaucoup plus grande, surtout avec l'ère du numérique et la mise en forme de ce projet qui s'appelle Ndar City Horizon 2035. Notre méthodologie, c'est après avoir fait une recherche documentaire basée sur les ouvrages des chercheurs, documents administratifs et statistiques nationales, locales, journaux locaux, nationaux. Et cette démarche théorique s'est complétée par une investigation de terrain de 2 à 3 ans basée sur des observations et des entretiens semi-directifs. Ces observations nous ont permis de mettre en lumière les processus de métropole qui connaissent les communes rurales de Saint-Louis. Le défi méthodologique conduit à insister sur l'analyse du processus plus qu'à véritablement comparer terme à terme. Et cette diversité de dynamiques, évolution de la population, pression foncière, nouvelles activités amènent à s'interroger sur les changements qui s'y opèrent et les intérêts d'acteurs multiples entrent en conflit d'usage. Ce changement traduit à la périphérie par le développement de certains pôles urbains grignotant l'espace. Pour ainsi maîtriser cette situation, nous avons enquêté 275 répartis dans l'espace de cette croissance et d'en connaître les différents changements. Ici, nous avons un diagramme pour essayer d'identifier les différents acteurs enquêtés, c'est-à-dire les élus professionnels, les ménages néo-ruraux et les acteurs
postoraux. Bon, ici c'est la cartographie de l'espace périurbain avec les points des zones de centralité. Ici, c'est la Guet-Ndar qui est dans la langue de Barbarie, l'île de Sor, les quartiers périphériques de Pikine. 1, 4, et le 5e, c'est-à-dire ce sont l'université Gaston Berger, la commune rurale de Gandon, etc. Ici, nous avons essayé de montrer les 3 phases de l'histoire urbaine de la ville de Saint-Louis. La première phase de l'histoire, c'est la création de la ville de Saint-Louis en 1959. Et la deuxième phase, c'est le développement avec l'arrivée du Louis Faidherbe en 1886. Et la troisième histoire la troisième phase de l'histoire urbaine s'ouvre vers la partie continentale et la périphérie. Voici les trois axes de la ville de Saint-Louis. Actuellement, là où se joue l'histoire, c'est-à-dire le développement territorial urbain de la ville de Saint-Louis, qui en moins se tend vers l'espace périphérique. Ici, cette carte montre l'accroissement du périmètre communal et répond en ambition de changement jusqu'à l'aéroport de Saint-Louis et aux limites de la communauté rurale de Gandon, source ARD. Ici, c'est les résultats des discussions, c'est-à-dire la première partie dynamique démographique. Voilà, dynamique démographique, des territoires qui attirent de nouvelles populations, qui proviennent du desserrement. Certains viennent de la ville de Saint-Louis, avec la langue de Barbarie presque qui sont transférées, c'est-à-dire la Guet-Ndar, Gokhoumbadj. Certaines populations, on a traversé. Ici, c'est l'évolution de la population en surface urbanisée dans la commune de Gandon. On a fait une projection d'ici 2025 à 2030, presque on note une forte croissance dans les espaces périphériques. Ici, c'est le dynamique de développement résidentiel. Comme ici, on voit le projet de lotissement Villeneuve 1 et Villeneuve 2 dans la zone de Makotubé entre Ngalel. Et auparavant, on avait cet espace rural. Cette deuxième photo montre l'espace, le village traditionnel. Et ici, c'est le développement résidentiel, comme de 625 parcelles à usage d'habitation. Ici, c'est le dynamique économique. Vous voyez le dynamique économique, on a ici la mobilité des transports et l'inauguration du marché de Gandon 16 2000 et les entreprises agroalimentaires, la CSL, la ZDS. Ici, c'est l'exploitation du sel de Gandon, du sel de Ngaïngaï et de Gandiol. Et actuellement, cette carte montre les nouvelles centralités périphériques. Actuellement, à Saint-Louis, on voit que Bango, Boudjouk représente actuellement un fort taux de croissance. C'est là où se jouent les nouvelles infrastructures qui constitueront de nouvelles centralités. Ici, c'est l'espace métropolitain. On parle de les conflits d'usage, surtout. Bon, les conflits d'usage, le plus important, c'est la délimitation entre la commune de Gandon et Saint-Louis. Ici, voilà, cette conflit d'usage, on a ici l'ex-maire de Gandon, Madame Khodjambaye et Mansour Faye. Cette photo illustre la visite des autorités municipales et le directeur de l'ANAT. L'objectif de cette visite, c'est d'identifier et de reconnaître des points délimitant la commune de Saint-Louis et celle de Gandon. Actuellement, bon, ici, nous avons des conflits liés à l'accès au foncier. C'était un habitant de Gandon à qui on a pris ses terres. Il a dit, ne bradez pas nos terres, pensez à vos petits-fils. Ici, c'est la deuxième photo montre l'extension de Bango et ses habitants sont levés debout pour restituer leurs terres spoliées. Voilà, bon, je vais essayer d'aller plus vite. Voilà. Ici, nous avons essayé de montrer dans la troisième partie l'intercommunalité comme solution et le projet d'Andar ici créé par l'État du Sénégal, horizon 2050, un nouveau schéma qui permettrait à la ville de Saint-Louis une reconversion de développement territorial. Et ce projet, la commune de Saint-Louis, de Gandon, de Gandiol, de Fass, ils ont mis en place une coopération territoriale par la création de l'association Acte Saint-Louis. Et cette intercommunalité est aujourd'hui la seule alternative pour ces collectivités territoriales de fédérer leurs forces et de mettre en commun des compétences, des ressources fiscales de projets
de manière pour les intégrer. Et ici, on montre les premiers jalons émis par le projet de Ndar City avec la mise en place à Saint-Louis. On voit là-bas les caméras de réseau dans les axes stratégiques des lampadaires et aménagements numériques. Et cette photo, vous voyez la vidéosurveillance, les lampadaires qui montrent la modernisation de l'éclairage public Ndar Leer Nañ. Ici, c'est l'impact de l'aéroport de Saint-Louis qui offre de belles perspectives pour le Sénégal et le reste du monde. Voilà, ici, c'est le modèle de métropole selon le modèle de Rosenblatt. Bon, on passe du micro, du méso et du macro. Pour terminer, la ville du micro et de l'économie d'agglomération et en arrivant dans un processus plus global, et ça, on appelle la mégalopolisation. C'est-à-dire c'est un processus. Et actuellement, le processus est déjà enclenché. C'est ça que Rosenblatt c'est ça le modèle de... Voilà. Actuellement. En conclusion, nous pouvons dire que l'espace métropolitain se manifeste par des dynamiques internes et externes, c'est-à-dire une augmentation rapide et maîtrisée. Et par conséquent, cet espace constitue un outil crucial de la pratique aménageuse. Il s'agit de repenser l'urbain à partir de ces vides. Et l'État a mis sur pied le projet de Ndar City qui prend en compte les intiques, leurs caractéristiques et dynamiques envisagées dans la gestion durable. La perspective, c'est-à-dire perspective Saint-Louis numérique, des projets innovants et services performants. Vu l'implication de toutes les parties prenantes, avec le pétrole et le gaz, peut améliorer les services et réduire les coûts dans toute une série de domaines, qu'il s'agit de la sécurité, de l'aménagement du territoire, et la collecte, la revalorisation des déchets et l'économie et de la mobilité des transports. Et l'autoroute Dakar-Saint-Louis. Ici, c'est les références bibliographiques. Bon. Merci beaucoup. Dans cette nouvelle configuration de l'espace métropolitain, même si l'université n'est pas dans la commune, mais on sait que l'extension se fait du côté de la route nationale en allant vers Richard Toll et pas de l'autre côté, ou beaucoup moins de l'autre côté. Donc, en fait, comment pouvez-vous expliquer cela en attendant que d'autres questions surgissent? Je commencerai par tout d'abord dire, mais vive la jeunesse, surtout la jeunesse scientifique. Vraiment, moi, je pense que c'est extraordinaire. Vous savez pourquoi, en tant que ministre, quand j'allais à l'Assemblée nationale, j'ai dit, je vais aller là où il y a l'enjeu de pouvoir. Donc les discussions ne sont jamais objectives, parce qu'il y a un enjeu de pouvoir. Mais ici, l'intérêt, c'est qu'il n'y a qu'un enjeu scientifique. Il n'y a pas d'enjeu de pouvoir. Mais bravo. Donc, je voudrais vraiment réagir. J'ai un mot pour chacun de vous, parce que je vous ai suivi de manière attentive. Sur Saint-Louis, j'ai énormément de choses à dire, mais je voulais simplement donner quelques suggestions. Je pense que, M. Wade, vous gagnerez à vous connaître mieux le SDO de Saint-Louis, le schéma directeur d'aménagement d'urbanisme, qui a été fait en 1969. Le nouveau PDU qui est en train de se faire. Le plan de reconversion de Saint-Louis, lancé en 1957 par le président du Conseil, Mamadou Dia, où il y a toutes ces questions que vous évoquez. Le développement de Saint-Louis. Le plan de développement touristique. Je pense que étudier encore ce qui se passe à travers le pétrole et le gaz, le grand tortue. Mais je pense que vous nous avez montré du bleu, une mer et un fleuve. Mais dans votre texte, je n'ai pas vu l'eau dans votre texte. C'est-à-dire, quel est l'impact de la mer et de l'eau? Parce que Saint-Louis est une ville amphibie. Vous avez parlé des opportunités que pouvait avoir l'exploitation pétrolière et gazière
à Saint-Louis, mais aussi quels sont les risques liés premièrement aux effets du changement climatique qui sont réels, mais aussi à l'exploitation elle-même qui est offshore, qui impacte forcément une activité principale à Saint-Louis qui est la pêche, et comment est-ce que les jeunes où les habitants de la zone peuvent se convertir. Quelle peut-être la politique de l'État ou des élus communaux? D'abord, vous avez posé quel est le rôle de l'UGB dans l'assiette foncière des villages périphériques qui polarisent l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Et je n'ai pas pu intégrer les travaux. Pourquoi? Parce qu'il y a deux de mes collègues qui travaillent là-dessus. Il y avait un doctorant qui s'appelle Babassi, qui travaille sur l'impact de l'UGB dans les villages périphériques. Et en même temps, j'ai mon collègue Nicolas Nakui qui travaille sur la place des villages Boudjouk-Djougo dans l'agglomération de Saint-Louis. Mais pour dire vrai, vous savez que la commune de Gandon ceinture la ville de Saint-Louis. Parce que tu entres à la commune de Gandon et après à Saint-Louis, tu sors au nord la commune de Gandon, la commune de Saint-Louis. Et que comme la ville de Saint-Louis est une histoire, est une patrimoine, il a un peu, je ne sais pas, c'est la loi du plus fort. Mais on devrait dire l'université Gaston Berger de Gandon, pour dire vrai. Parce que l'université Gaston Berger de Gandon, elle est installée dans l'assiette foncière de la commune de Gandon. C'est pourquoi on parle de village. Quand tu vas à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, par exemple, à l'époque, ils ont voulu garder, c'est pour ça les logements sociaux, on appelle ça village A, village B, comme Sanar, c'était une partie des 100. C'est-à-dire, là-bas, on appelle ça Tolubour à Sanar. C'était les champs des paysans de Chanar. Et là, l'université, cette assiette foncière-là, c'est un titre foncier. C'est un titre foncier de Sanar, les villageois de Sanar. L'autre point, je remercie les suggestions, monsieur le ministre. Comme, bon, vous avez un collègue, l'ancien maire de Gandon, à qui j'ai travaillé presque en 2014. J'ai travaillé lors de ma licence, j'ai beaucoup échangé avec lui. Même elle, il a travaillé sur les questions urbaines dans la ville de Rissatol. Bon, c'est pour cela qu'on a beaucoup échangé là-dessus. Mais j'ai, par exemple, donné, il y a les images sur la ville. Bon, Saint-Louis est constitué en eau, parce que nous tous, nous sommes concernés là-dessus. Et que j'ai assez de PowerPoint à présenter, mais j'ai réduit et j'ai essayé de montrer, il est dans mon ordinateur, l'image du champ pétrolier, du gaz et le gaz, l'exploitation pétrolière et gazière entre la Mauritanie et le Sénégal. Du fait que le site où le projet de Tortue, c'est le Bopouchor. Et même le village là est intégré, ça fait partie dans la commune de Gandon, Bopouchor. Et Bopouchor, le site du champ pétrolier, gazier, il est au nord du Gokhumbac. Là, je pense que c'est très intéressant. Je l'ai dit tout à l'heure à Maïmouna, que peut-être, bon, pour dire, j'ai supprimé certains diapositives, mais très intéressant, pour montrer la ville de Saint-Louis, ses images avec les quartiers de Gokhumbac, de la langue de Barbarie. Okay. Et pour terminer, la question de monsieur, comment dirais-je, monsieur Ba, hein, il a parlé de, j'ai évoqué les risques, les opportunités de l'exploitation du pétrole et du gaz, mais il y a énormément de risques. Hein, il y a énormément de risques. Pourquoi pas l'impact de l'exploitation, l'impact du changement climatique dans la langue de Barbarie. Presque depuis 2012, on assiste à des houles exceptionnelles qui frappent régulièrement la langue de Barbarie. Et l'État du Sénégal et la Banque mondiale, en partenariat avec la Banque mondiale et la ville de Saint-Louis,
ils ont déplacé certaines populations de la langue de Barbarie, de Gokhumbat à Guéjdar. Ils ont les relogés dans le quartier, dans le village de Djougop. Et le projet s'appelle Serpou. Le projet s'appelle, projet de relèvement d'urgence et de résilience de Saint-Louis. Je pense que c'était en 2014 et 2016. Et ce projet-là a posé beaucoup de polémiques, hein, parce que les habitants refusaient de donner leur territoire. C'est un domaine national. Et il y a tellement de polémiques là-dessus. Avec le transfert des populations de la langue locale implantée sur le projet envisage d'une phase d'urgence et déplacer et reloger dans les unités mobiles sur le site de Boudjok. Ce sont les sinistrés. Ok, je vous remercie pour l'invitation à cette conférence. Le sujet sur lequel je travaille porte sur les paysages technologiques en Afrique. Les paysages technologiques en Afrique sur le concept de technoscape. Et dans le cadre de cette conférence, en lien avec les villes nouvelles, je vais aborder le sujet du sacre des solutions insulaires, tel que vous le voyez là, à travers 3 cas d'études. La vidéosurveillance, CCTV, que j'appelle la télésurveillance, les technologies biométriques et les technologies ou les infrastructures de drones. C'est un travail de recherche qui s'inscrit dans un programme plus large qui est porté par le Wyss Institute for Social and Economic Research basé en Afrique du Sud et coordonné par le professeur Achille Bembe. Très bien. Je vais commencer à vous présenter d'abord le modèle de l'archipel. Le modèle de l'archipel est cette image qui nous permet de penser l'insularité des décisions ou des solutions. Alors, le modèle de l'archipel signifie quoi? Le modèle de l'archipel est un modèle théorique qui émerge dans les sciences biomédicales, où il est question de décrire un peu l'émergence au sein des États-nations en Afrique de ce que Wenzel Gessler appelle les enclaves. Les enclaves peuvent être des laboratoires, des centres de recherche biomédicaux, ou même aussi des centres d'internement, des centres d'essais cliniques qui sont implantés dans des territoires africains, mais qui fonctionnent avec une importante déconnexion locale, mais une reconnexion permanente ou bien une connexion permanente avec les organisations transnationales, les institutions internationales et les réseaux internationaux. Et donc, dans le modèle de l'archipel, l'idée d'une solution insulaire vient du fait qu'il s'agit d'une gouvernance qui vise à résoudre des problèmes publics de manière isolée et segmentée. Et c'est cette image-là qu'on retrouve dans la manière de penser les villes africaines, c'est-à-dire les solutions qui sont proposées dans le cadre de la fabrique des villes sont, lorsqu'on essaie de prendre un certain recul, des solutions insulaires. Et nous allons prendre des exemples concrets pour vous faire voir cette insularité et les implications que cette insularité a dans la manière de penser la ville aujourd'hui et demain. Alors, les 3 cas d'études sont des études que j'ai menées personnellement ces dernières années. Le premier concerne l'introduction de la vidéosurveillance dans les villes à Yaoundé. Alors, le gouvernement camerounais part de l'idée que pour assurer la sécurité des villes, il faut équiper les espaces urbains de technologies de vidéosurveillance. Donc cela signifie que le gouvernement camerounais recourt à une solution technologique pour faire face à un problème social. Et donc, dans la mise en œuvre de cette politique, le gouvernement du Cameroun fait appel à l'entreprise chinoise Huawei. Huawei, qui devient ici le fournisseur technologique, importe sa technologie de vidéosurveillance, remporte le contrat de fourniture et équipe la plupart des villes camerounaises avec sa technologie, y compris les frontières camerounaises. Ça, c'est la première étude. La deuxième étude porte sur l'introduction de la biométrie au Cameroun. Dans une logique toujours d'assurer une meilleure identification des personnes, le gouvernement camerounais, une fois de plus, fait appel aux technologies biométriques. Et dans ce contexte-ci, ce n'est plus le chinois qui est appelé, mais c'est cette fois-ci le français Gemalto qui est appelé pour fournir au gouvernement camerounais des technologies d'identification biométrique
destinés à produire des titres d'identité, la carte nationale d'identité, les titres de voyage, ainsi de suite. La troisième étude porte sur l'introduction des drones médicaux au Ghana. Le gouvernement du Ghana, avec son président Nana Akufo-Addo, veut résoudre le problème de la faiblesse des infrastructures du système de santé ghanéen, en essayant de pallier à la difficulté que la plupart des hôpitaux qui sont dans des espaces reculés n'ont pas un accès facile aux produits de santé. Et donc, le gouvernement du Ghana, tout comme l'a fait le gouvernement camerounais, recourt à l'entreprise américaine Zipline, drone, pour livrer, ou bien pour installer au Ghana des centres de distribution qui vont livrer des produits de santé dans les hôpitaux. Nous avons encore un exemple d'une solution technologique. Donc, les trois cas que je viens de présenter sont des exemples de solutions technologiques. Et vous allez comprendre maintenant pourquoi je considère que ces exemples-là sont des solutions, ces exemples de solutions peuvent être considérés comme insulaires et les conséquences que cela a sur la manière de penser la ville. Alors, la première critique que je fais, c'est la nature expérimentale des technologies. Il faut bien comprendre que lorsque nous voulons construire nos villes, nous faisons appel à des fournisseurs de technologies, mais très souvent, nous ne prêtons pas attention à l'idée que les technologies qui sont déployées dans nos villes sont des expériences scientifiques. Tout à l'heure, nous avons parlé d'une ville comme étant un laboratoire, mais en même temps, il faut comprendre qu'aujourd'hui, les solutions que nous importons sur le continent sont parfois, pour la plupart, des expérimentations technologiques. Si je prends le cas de la vidéosurveillance avec le chinois Huawei, Huawei expérimente ces technologies de reconnaissance faciale dans les villes africaines. En même temps, si on prend le cas de la biométrie, c'est la même chose. Le français Gemalto a introduit la carte nationale d'identité à puce au Cameroun 5 ans avant son introduction en France. Et donc, il y a tellement d'autres exemples que je pourrais prendre. Là, je passe. Au Ghana, par exemple, lorsque l'américain Zipline Drone déploie les drones au Ghana, Zipline n'est pas autorisé à voler aux États-Unis. Parce que pour que la Fédération de l'aviation américaine t'autorise à voler, il faudrait que tu fournisses énormément d'heures d'évidence, d'heures de vol qui montrent que tu peux voler en toute sécurité dans le ciel américain. Or, si vous comparez le ciel américain et le ciel africain est presque vide. Et donc, l'Afrique devient le meilleur lieu, avec sa géographie, son relief, ses conditions atmosphériques, pour expérimenter les drones de livraison. Et donc, ça, c'est la première critique. Et donc, cette critique signifie quoi? Signifie que les entreprises étrangères profitent de la faiblesse des régulations en contexte africain pour mener parfois des expérimentations technologiques. Et en même temps, cela signifie que, pour ces entreprises, l'Afrique devient un lieu où les technologies qui sont testées et validées sont déployées cette fois-ci en Occident. Et là, nous allons peut-être revenir là dans la discussion. Le deuxième point de la critique concerne l'insularité. L'insularité signifie que face à des problèmes des villes, nos gouvernements parfois font le choix d'adopter des solutions circonscrites, des solutions ponctuelles, des solutions peu durable. Tout à l'heure, nous avons parlé de la durabilité des solutions. Lorsque vous confiez la gestion de votre sécurité aux Chinois Huawei, qu'est-ce que cela implique, que ce soit dans le cadre, n'est-ce pas, de la durabilité de votre sécurité? Quand vous confiez la gestion de l'identité civile, la production des cartes nationales d'identité des millions et des millions de personnes à une entreprise française comme Gemalto, qu'est-ce que cela implique en termes de durabilité de la gestion de votre sécurité? Quand vous confiez la gestion de votre système de santé, une partie du système de santé à une entreprise américaine, que pensez-vous de votre système de santé à long terme? Et donc, pour terminer, au niveau des critiques, je vais souligner l'idée de l'émergence d'un nouveau régime de gouvernance et de souveraineté. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que je pourrais poser cette question, il y a un chercheur qui pose, à qui appartiennent les infrastructures qui construisent les villes africaines? À qui appartiennent ces infrastructures? Vous savez, la construction d'une ville, c'est une expérience de production d'archives. Lorsque vous construisez les ponts, les routes, les ports, ainsi de suite, il y a l'archive technologique qui permet de construire cela. Et qui détient cette archive?
Et donc, ça signifie simplement qu'il y a un problème qui est en lien effectivement avec le partenariat public-privé, qui implique en même temps la privatisation de l'État. Construire la ville aujourd'hui en Afrique est une expérience de privatisation de l'État. La privatisation signifie que des segments importants de l'État, qui est un service public, passent dans la gestion des mains privées. Et qu'est-ce que cela implique en termes de souveraineté de l'État? Ça ne signifie pas que la souveraineté de l'État disparaît, mais qu'elle est sérieusement menacée. Et donc, pour terminer, pour conclure, moi, dans mes recherches, j'appelle à un devenir agile des villes africaines. Qu'est-ce que j'entends par le devenir agile des villes africaines? L'agilité, vous savez, c'est une méthode qui a été développée dans les projets informatiques, qui consiste à développer des capacités d'adaptation rapides dans un monde incertain, marqué par l'urgence. Est-ce que la manière dont nous construisons les villes africaines aujourd'hui se fait de manière à ce que nous puissions avoir des villes agiles, capables de réagir à toute urgence liée au contexte incertain dans lequel nous vivons? Je ne vais pas parler de la pandémie, des pandémies sanitaires que les villes africaines connaissent, Ebola, le Covid, ainsi de suite. Je ne vais pas parler du réchauffement climatique. Je ne vais pas parler de l'explosion démographique. Je ne vais pas parler de l'explosion des circulations. Mais qu'est-ce que cela implique en termes de configuration des villes, de manière à pouvoir répondre chaque fois qu'un défi impérieux va se positionner devant nous dans les années à venir? C'est sur cette question que je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Georges. Donc, je ne vais pas résumer, puisque ça a été clair. J'aimerais juste peut-être dire que votre communication a voulu nous montrer que les villes africaines sont plus ou moins, donc, dans les cas que vous avez étudiés, comme étant des terrains d'expérimentation technologique. Et vous avez posé la question à qui appartiennent ces infrastructures. Mais moi, j'ai envie de prolonger ce questionnement en me demandant à qui appartiennent ces données justement collectées et comment cette expérimentation technologique dans ces villes-là est présentée par, d'un côté, ces entreprises-là et d'un autre côté par les États africains. J'imagine que c'est présenté comme étant quelque chose d'innovant qui n'a pas encore été expérimenté dans d'autres parties du monde, alors qu'il y a tout le côté négatif qui n'est pas forcément présenté. Donc, vous pourrez peut-être répondre à cette question pendant la discussion. Et les technologies biométriques. Mais nous avons beaucoup appris avec vous aujourd'hui. Et nous avons bien aimé aussi le concept d'insularité. C'est-à-dire que les outils technologiques devaient apporter une intelligence, parce qu'on parle des smart cities. Mais on se rend compte qu'il y a aussi l'antithèse de l'insularité. Nous avons beaucoup travaillé sur les smart cities, mais cet aspect-là, je pense que c'est un apport très, très important. Et la notion d'agile, de ville agile, de ville qui s'ajoute à ville résiliente, je pense que ça aussi, c'est très important. C'est vrai, en termes de sécurité, on a une amélioration, mais aussi on a un recul des libertés lorsqu'on voit, notamment lié en matière de protection des données à caractère personnel. En 2018, des informations avaient circulé dans les médias sur la fuite des données de l'Union africaine qui se retrouvaient sur des serveurs en Chine. Alors, dans vos interventions, on voit que malgré cette biométrie, ce sont des puissances qui contrôlent cela. Notamment, comment assurer la protection des données, mais aussi la souveraineté des États africains qui utilisent ces technologies. Merci. Merci beaucoup. Ok, je vais être très bref. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour vos commentaires. Concernant les questions sur la datafication, c'est un problème très important et je souhaite que tous ceux qui travaillent sur les villes considèrent le problème de la datafication.
la production des villes, la fabrique des villes implique la production des données. Que ce soit les données sur l'espace, que ce soit les données sur les populations. Et ce sont les entreprises qui participent à la construction de ces infrastructures, qui collectent ces données. Et vous devez bien considérer que les données aujourd'hui sont devenues la nouvelle matière première du nouveau capitalisme. Et ces données sont vendues, commercialisées sur le plan international dans les marchés de base de données. Et donc, dans 50 ans, est-ce que les Africains auront les données qui ont rendu possible la fabrication des villes? Ça, c'est la question de la datafication. L'autre volet de la question, et je termine là, concerne la souveraineté. Je vais vous prendre un exemple très rapide pour que vous compreniez les enjeux. Il y a cela 2 ou 3 ans en France, le gouvernement français d'Emmanuel Macron a décidé de créer un hub data center qui devait réunir toutes les données de sécurité sociale des Français, une base de données qui allait alimenter les travaux de recherche biomédicale, ainsi de suite, et des startups. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est la société américaine Microsoft Azure qui a été choisie pour héberger ces données. Et qu'est-ce qu'on a vu en France? Une levée de bouclier, que ce soit de tous les mouvements en France, pour dire non à ce projet. Mais regardez ce qui se passe en Afrique. Au Cameroun, par exemple, la carte nationale d'identité, la base de données de la carte nationale d'identité est détenue par les Français Gemalto. Les passeports, la base de données des passeports est contrôlée par le consortium Argentique, c'est portugais. La base de données du fichier électoral des électeurs est contrôlée par la société allemande Veridos. L'état civil est contrôlé par Civipol. Et l'espace public est surveillé par les Chinois, Huawei. Regardez, imaginez vous-même les implications que cela a en termes de production des données, en termes de souveraineté de l'État du Cameroun. Je termine là. Merci beaucoup. Je suis content d'être avec vous ici. Alors, ma communication porte sur Yamoussoukro. Voilà. Bon, je vais lire ici. Yamoussoukro, ville aménagée, politique publique pérenne ou calcul politique. Qu'est-ce qu'il faut dire ici, Yamoussoukro? Yamoussoukro, capitale abandonnée. Et là, je fais un clin d'œil à France 24, qui a fait un bien retour à Yamoussoukro, et le titre c'est « Bien retour à Yamoussoukro, capitale abandonnée ». Mais Yamoussoukro, peut-être dans une perspective, pas peut-être applaudissante, mais au milieu. Voilà. Capitale inachevée. Et puis, il y a un diplomate qui a dit « Yamoussoukro, capitale sur le papier ». Je pense que les vieux Akoué, Akoué c'est l'ethnie du Fauboy, ils n'ont pas trop aimé ça. Capitale sur le papier. Et puis, Yamoussoukro, le Brésilien, il va rien. Bon, dans une perspective davantage un peu plus, on va dire, heureuse. Mais peu importe, enfin, ce sont là plusieurs pluralités, enfin des thèmes pour désigner la même vie de Yamoussoukro, mais peu importe, Yamoussoukro est une ville attrayante. Et si vous êtes touriste et que vous allez en Côte d'Ivoire pour la première fois, si vous ne le savez pas, et puis peut-être vous partez à Bouaké, vous voulez rayer le nord, si vous arrivez à Yamoussoukro, vous allez forcément faire escale. Pourquoi? Ben parce que vous voyez, Yamoussoukro est une ville extraordinaire. Voilà. Et hier, le ministre a projeté l'image de la basilique. Voilà. Un très bel édifice, basilique. Mais aussi, voilà, cet hôtel que le président a appelé l'hôtel du président. Voilà. Alors plus tard, je ne sais pas, dans une perspective politique, le président Gbagbo a fait aussi l'hôtel parlementaire. On va en parler peut-être. Et puis, voilà, cette fondation gigantesque. La dernière fois, enfin le dernier prix au Faubourg a été, la cérémonie a eu lieu là, et à l'occasion, c'est justement Merkel qui a reçu le prix à Yamoussoukro. Donc Yamoussoukro, c'est une ville attrayante,
Je vous encourage d'ailleurs à la visiter. Voilà. Alors, quel enjeu donc au cœur de toutes ces infrastructures? C'est le transfert de la capitale du pays qui devait donc passer d'Abidjan à Yamoussoukro. Et dans cette perspective, voilà, une loi a été prise. C'est la loi 83, en tout cas c'est en 1983, pour formaliser ce transfert. Et puis bon, 93, le président Oufoué meurt. Mais il faut dire que jusqu'à ce qu'il meure, tout ce que je vous ai présenté là est déjà à Yamoussoukro. Voilà. Donc 10 ans après cette loi. Mais il y a un constat, c'est que depuis donc, son décès, voilà, Yamoussoukro semble finalement être l'homme d'elle-même. C'est pour ça qu'on a parlé de capitale inachevée, capitale abandonnée, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que les différents régimes qui se sont succédés ou qui ont succédé à Oufoué ont des relations ambiguës, ambivalentes avec cette ville. Je vous dis deux choses dessus. D'abord, Henri Konan Bédié, qui est le dauphin constitutionnel, quand il accède au pouvoir, il prend un document important qui témoigne finalement, on pense, de son adhésion à la politique de son prédécesseur. D'autant que lui-même, il se déclare oufouettiste. Voilà. C'est le décret que vous voyez au tableau, donc il porte approbation d'utilité publique d'un périmètre, donc périmètre d'urbanisation de la ville de Yamoussoukro. Donc finalement, on a pensé que, ok, on était dans la continuité d'Oufoué. Mais Bédié, on va dire, finalement, va toucher les espérances. Pourquoi? Parce qu'il y a deux éléments. Il a un regard davantage tourné vers Daoukro. Daoukro, c'est où? C'est sa ville natale. Comme Yamoussoukro était la ville natale d'Oufoué. Daoukro est, lui, sa ville natale. Il y a eu quelques réalisations qui ont commencé à naître à Daoukro. Alors, ce n'est pas mauvais en soi. Mais qu'est-ce qu'on fait de Yamoussoukro? C'est peut-être à ce moment-là qu'on commence à réfléchir. Et d'ailleurs, on le soupçonnait de vouloir à terme déplacer la capitale de Yamoussoukro à Daoukro. Et deuxième chose, il a fait sortir un programme qu'il a appelé les 12 chantiers de l'éléphant d'Afrique. Alors quand vous le consultez, finalement, Yamoussoukro n'a pas de place dans ces 12 chantiers, si ce n'est prolonger l'autoroute d'Abidjan, voilà, qui jusque-là était à mi-chemin, donc prolonger jusqu'à Yamoussoukro. Et puis le président Ouattara, quand il est élu en 2011 et qu'il porte ses mains, c'est de mémoire, c'est la première fois d'ailleurs, c'est à Yamoussoukro qui prête ses mains, non, qui se fait investir. Donc finalement on s'est dit, Yamoussoukro peut-être va renaître de ses cendres. Parce que vous imaginez, après une décennie de conflits, après la crise post-électorale, et l'investiture de Yamoussoukro a permis à la ville de présenter finalement son meilleur visage. Et ça, il est important que vous reteniez un peu les dates. Son investiture a lieu en 2011, en mai 2011. Et seulement en janvier 2012, finalement, je crois, 8 mois. Qu'est-ce qui, par rapport à Yamoussoukro, il signe un décret important qui fait quoi? Qui va dissoudre le programme spécial de transfert de la capitale à Yamoussoukro. Et ce décret a été pris, le décret qui met en place ce programme spécial est l'œuvre de son prédécesseur Laurent Gbagbo, qui lui, parvenu au pouvoir, a pensé qu'il fallait continuer le transfert de la capitale à Yamoussoukro. Et donc, pendant la première décennie du règne de Ouattara, finalement, Yamoussoukro est redevenu l'homme d'elle-même. Et puis, quand il a été question de, je ne dis pas trop un mandat, mais du premier mandat de la Troisième République. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que s'il est élu, il va revenir à Yamoussoukro. Bon.
finalement. Et puis vous voyez, on va dire finalement, il a été élu, mais depuis 2020, nous sommes peut-être à quoi? Nous sommes en 2023, donc à mi-mandat. Yamoussoukro n'a toujours rien. Donc voici ces faits et qui me font poser la question. Alors, je me demande si l'aménagement de la ville de Yamoussoukro, est-ce que ça relève d'une politique publique pérenne ou finalement d'un calcul purement politique? Alors, pour répondre à la question, la méthodologie de recherche va, vous voyez que je dis va parce que c'est pas totalement, c'est une étude qui est en cours. Donc, recherche documentaire, mais aussi surtout rencontre avec des personnalités politiques. J'ai déjà commencé à, voilà, ça m'a permis d'écrire ceci. Donc, au total, j'émets l'hypothèse que l'aménagement de la vie de Yamoussoukro s'inscrivait dans une dynamique qui devait en faire une politique publique pérenne. Mais au fil du temps, cette politique a été saisie par des considérations politiques qui ralentissent considérablement dans l'air post-Houphouët la concrétisation de la vision initiale. Donc finalement, ça c'est l'hypothèse que je vous ai présentée. Donc voilà, dans le plan de rédaction que je vous présente, c'est celui-là. C'est une politique publique initialement qui a vocation pérenne, mais c'est une politique publique qui est finalement grippée parce qu'elle a été saisie par les calculs politiques. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça a été finalement, vous avez respecté le temps et félicitations. Donc, je vais juste peut-être poser une petite question et vous n'êtes pas obligé de répondre tout de suite. Donc, cette tergiversation, parce que de loin, je pensais que Yamoussoukro, capitale de la Côte d'Ivoire, c'est quelque chose de fixe et définitif. Mais apparemment, il y a quand même toujours des hésitations ou en tout cas une certaine remise en cause. Et cette situation n'est-elle pas, donc finalement, ne pose-t-elle pas la question de la ville décrétée ou de la capitale? Est-ce qu'il suffit simplement de décréter une ville ou une localité comme ville nouvelle, capitale ou une autre appellation pour que cette réalité-là existe? Est-ce cela ne risque pas de nous arriver avec Diamniadio, puisque ce qui sauve Diamniadio, c'est sa proximité avec Dakar, mais si c'était dans d'autres contrées aussi éloignées d'un centre urbain, est-ce que la construction d'infrastructures ou d'autres aménagements suffirait à faire ville exactement? Monsieur Tawa, oui, la thèse, une politique publique à vocation pérenne, l'antithèse, une politique publique grippée par les calculs politiques. Mais nous attendons patiemment la synthèse. La question est tellement posée, mais je voudrais vous faire quelques suggestions. Yamoussoukro peut être une centralité nationale. Yamoussoukro peut être le lien entre le nord et le sud. Comme vous êtes un spécialiste en sciences politiques, je ne dirais pas relais, mais peut-être cordon ombilical entre le nord et le sud. Yamoussoukro comme capitale va être un lieu d'échange, de rencontre, de brassage ethnique, de brassage religieux. Yamoussoukro pourrait symboliser la nation. Yamoussoukro pourrait contribuer à la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire en créant le lien entre le nord et le sud, la forêt et le Sahel. D'accord. Merci, merci, monsieur le ministre, pour votre contribution. Et c'est vrai, vous êtes ministre, donc vous connaissez forcément Abidjan, et ça fait plaisir. Effectivement, Yamoussoukro, l'emplacement de Yamoussoukro ressemble un peu à Abuja, au centre, effectivement. Et je viens de voir un article là qui va m'intéresser sûrement. De Lagos à Abuja, le transfert de la capitale du Nigeria. Laurent Fouchard, donc pour ceux que ça peut intéresser. Donc effectivement, Yamoussoukro a effectivement tous les atouts. Et pour donc répondre à la question de M. Fall, Yamoussoukro c'est pas vraiment en tant que décrété, la décréter comme capitale, parce que les travaux dans Yamoussoukro sont longtemps antérieurs à 83, où la décision politique est intervenue. Donc, je pense qu'on a perdu
précieuses années à partir de la gouvernance Ouattara. Pourquoi là? Parce que avant, les années qui ont, on va dire, avant Ouattara, Bidi a eu quelques problèmes politiques, Laurent Gbagbo, avec ses 10 années de rébellion, et ainsi de suite. Encore que lui, dès 2002, il a mis en place le programme spécial de transfert de la capitale. Donc on a perdu 10 précieuses années qui pouvaient aider. Donc il fallait juste s'installer dans la continuité de l'État et dans la continuité de la politique publique pour que Yamoussoukro fasse le miracle d'Abuja. On l'espère. Je vous remercie. Thank you very much, ladies and gentlemen, for this time. And as I've been introduced, the study has been introduced. It's about urban food access. I'm more of a storyteller, so I will not start with the methodology, and I'll just tell you a story. And out of that story, the research has been born. So this is basically a case study of how new cities can be instrumental in ensuring that urban food access is ensured through adequate provision of infrastructure. So we are going to look at the case of Konza Technopolis, where I work as an urban planner. I'm also a PhD candidate for a university called Maseno, as has been said during the introductions. So right now we are building new cities, and these new cities are going to have demand for food. If you look at Konza Technopolis alone, and the environment in which it is going to have a sphere of influence, the demand for starch, FAO has given the amount of calories one person consumes in a day. And in that calories that it has given, 55% is drawn from starch, which is maize, rice. So if we look at starch alone, the demand for starch alone for the Konza and its buffer zone, you're going to be talking about 570 bags of maize per day. And each bag is 90 kgs, which is a lot. And this is a population of, say, Konza has a population of 240,000 anticipated. The buffering area of Konza Technopolis has a population of 109,000. So these two populations in total will need 570 bags of maize alone per day. Yet, production of food in Kenya is currently inadequate. If you look at the demand for starch in Kenya right now, the country needs about 124,511 bags of maize daily. If you look at the supply, it is 98,630 bags per day. So there is a deficit in terms of supply. Yet, we are talking about new cities. We are trying to activate them. So this debate about where the cities are going to get food from needs to happen now. So this presentation we are going to look at right now is how planning of the Technopolis has consciously or unconsciously made provisions for this urban food access. The idea behind this is to identify what can be used to guide provisions for urban food access in new cities moving forward. So as I go through my slides, at the back of our mind, that is all we are going to be ranting about. So that was a video that was showing what was envisioned for Konza Technopolis, which was 5,000 acres. But out of what was envisioned, this is what has been planned. So if you look at the 5,000 acres of Konza Technopolis, planning colors tell us red is for commercial use, green is conservation and recreation, purple is what we are going to call technology use. So Konza has made its plans, detailed action area plan, and it has around 800 parcels that can be taken up for use by investors. The catch about planning at Konza Technopolis is that it is detailed to the parcel level. So each parcel has what we call a parcel allocation worksheet, where you're told in this parcel, this is the number of floors you can go. If it is a parcel that has mixed use, this is the preferred ground land use. And also, basically, we have architectural impressions. If an investor wants to come to Konza, there's already, we can show you, these are the type of buildings we are anticipating, so do not stray from this kind of vision that we have. So the planning is really, really detailed. And then
This is the planning of our technology band, technology and university band. So this slide gives another example of how universities has been planned for. There is a whole band that is dedicated for universities, and right now there's the Korean government and Kenyan government are doing an advanced institute at the Technopolis. So there's a university being constructed right now. And again, we are wanting to do, the universities at the Technopolis are envisioned as special areas where you'll have innovative groups develop and apply new technology. They're also anticipated as a place where higher education and industry can come together, and they're also anticipated as a site of lifelong learning. Konza is talking about neighborhood centers. When the city was being planned, the planning took into consideration the elements of compact cities. So basically, within 15 minutes, you can walk around and you can have access to a primary school, a secondary school, health clinic, a community center, and a daycare. So all those facilities, social facilities you may need, the planning of the city took this into consideration. Then, this is the land budget of Konza. When we began this, I talked about, in this planning of Konza Technopolis, was planning for food consciously or unconsciously planned for. So when I'm looking at this plan, I'm trying to pick out what elements that support urban food access that have been incorporated into the plan. So if we look at the land budget, we see that there is provision for urban agriculture, but it is at 2.93% of the total land area. So on the positive note, we can say they're already thinking about urban agriculture or urban food access, but the sufficiency of this 2.93% is yet to be discovered. When you look at the guidelines of the Technopolis, we've said the Technopolis has planned to parcel-specific detail. So if you look at the guidelines and try to see what are they saying about this 2.93% for urban agriculture. In this slide, the position of the agricultural parcels at the Technopolis is highlighted. So the envisioned urban agriculture is more research-based to promote use of intensive technology or practices in both crop and animal farming. So it's not, the idea is not about producing enough food to feed the city, but it's about research. If you look at guidelines on urban farming through use of porches or rooftop farming, we have in the guidelines of Konza Technopolis images and illustrations of how you can do rooftop farming, but this is mentioned in passing and not in detail. So they're not talking about what crops are viable for urban farming if you were to adopt urban farming. Then they are not talking about the optimal or minimal land requirements for urban farming. That is missing in the provisions. They're also not talking about the infrastructural elements of farms. So we can see the guidelines and plan is talking about urban farming and some elements of urban food access. But if you get down to the root of it, then it's hard to implement what has just been mentioned in passing. The plan also has stormwater harvesting and recycling for irrigation. So there are streetscapes for the Technopolis, which are very well designed to support rainwater harvesting, infiltration back into the system. There are water ponds. So that part is well captured, and the first phase of the Technopolis, if you were able to see the video, you would have seen the first phase is already developed. You cannot have food without market centers. So market centers have also been outlined in the map or in the plan. And we have a total of 2 markets, main markets, and 4 local markets in the neighborhood, at the neighborhood level. Next was another video that would have shown you the current development of Konza Technopolis as of January 2023, but maybe we'll see that another time. They are online on YouTube. So we have looked at Konza Technopolis and its plan and seen how it has tried to provide for urban food access. And we have found there are some elements or inclination towards urban food access, but it is not sufficient. What is interesting about Konza Technopolis is that it has done a 10-kilometer buffer around it,
what is being called the Konza Technopolis Buffer Zone, and it has developed a physical and land use development plan for that area. So Konza in itself is 5,000 acres, but around it, 10 kilometers all round, Konza has spearheaded the development of a buffer zone plan. The idea is to try and ensure that the planning that is done within the Technopolis has a symbiotic relationship with the immediate environment to sort of secure the investments within the Technopolis. So this plan is currently, it's about to be approved. We did the last validation with the stakeholders, and there was a lot of. So basically, there are provisions within the buffer area that I'm talking about that, again, I looked at with the same analysis that I looked at the Konza plan. So if you look at the buffer area, all those areas have been earmarked for activities that can actually support urban farming and urban food access. So you have provisions of abattoirs, agro-processing zones, you have agricultural collection points, you have roads that are trying to connect these areas. Some are proposed, some are existing. So all these are different elements that can be used to guide the discussion on urban food access. And we can say that urban food access stands to benefit a lot from a paradigm shift of focusing on production alone. The need to focus on infrastructure as a critical link between food surplus and deficit areas is very key. Another point of departure is the need to foster urban farming as a key factor in establishing resilient food systems. Konza Technopolis and other greenfield cities offer us an ideal platform where resilient food systems can be established and then used as a benchmark for African cities where development guidelines on urban farming can be drawn. Thank you. Thank you very much. Thank you, Lois. You show here the importance of urban agriculture to build a sustainable city and a resilient local economy. Thank you very much. Just one question for you. In Konza case, you have the availability of arable land. What about those cities that do not have these arable land? But you can answer after. Thank you very much. Cette ville qui va nourrir, c'est extraordinaire, hein, la dimension de l'agriculture dans la ville. Nous avons voulu faire ça à Diamniadio, entre le lac Rose et le pôle urbain de Diamniadio. Il y a 1000 hectares qu'on appelait avant le Bird Sénégal. Votre texte va pouvoir aider peut-être le Sénégal à voir comment, dans la ville, on peut avoir un espace agricole. Pas quelques petites exploitations pour plaire, bien pour compléter, mais un véritable périmètre agricole. Okay, back to food matters. So we've talked a lot about food, and it is clear that there is potential for scaling up infrastructure to support urban food access. I was asked about what about people who do not have arable land. Right now, there are what we call vertical farms, and in Manhattan, there's a vertical farm that spans 70,000 square feet, and it produces 2 million pounds of what you call legume, as I heard yesterday during dinner. So it produces 2 million pounds of that annually. It uses 95% less water demands. So if we have such systems in Africa, and then again, what would such a system, what is vertical farming for Africa? In Manhattan, it is 14 stories of, all those smart agriculture, but do we have that kind of tech? What does vertical farming mean for us? This is the debate we need to be having now. But then we do not have guidelines and standards for this in Africa. So right now you will find the city government or the authorities prohibiting urban agriculture. You'll be told in this neighborhood, we do not allow you to plant this. In this neighborhood, so they are killing even the rudimentary things that support the system. Right now in Kenya, if you were to buy 3 eggs, that's $1. Our families are a minimum of how many people? So we need to have this debate right now. And there is potential. So we need guidelines
for establishment of these facilities, especially in food deficit areas of Africa, so that we develop ourselves and ensure we have access to urban food. Thank you very much. Thank you, Loïs. Thank you. Merci à l'IFRI, à la FES et à CCI de m'avoir invité pour cette conférence. Alors, ma présentation s'intitule « Financement de l'émergence en Afrique vers un nouvel ordre géopolitique local, analyse à partir des équipements et infrastructures de la ville nouvelle de Diamniadio au Sénégal ». Donc, en réalité, dans ma présentation, la ville nouvelle va uniquement servir de support d'interrogation à la compréhension d'une réalité aujourd'hui très discutée, tangible, c'est-à-dire un nouveau rapport au monde des États africains, des États du Sud plus globalement. Donc, parce que la géométrie des relations internationales a aujourd'hui profondément changé, et cela implique un changement de regard, un décentrement du regard pour renouveler les cadres d'analyse qui ne sont aujourd'hui plus opérantes, car les relations sont beaucoup plus complexes qu'ils ne paraissent. Donc, nous voulons montrer, donc, à travers les équipements et infrastructures de la ville nouvelle de Diamniadio, les prémices d'un nouvel ordre géopolitique local qui a été très discuté après la Covid-19 notamment. On parlait souvent de l'après-monde, donc l'après-Covid. Une première partie sera centrée sur les politiques d'émergence qui orientent les actions stratégiques. Et en tant que référentiel nouveau des politiques publiques, l'émergence sera ensuite questionnée à travers ses représentations et déclinaisons dans la ville, qui également sert de vitrine. On reviendra sur l'idée de ville-vitrine. Dans une dernière partie, je vais discuter les déterminants d'un nouvel ordre à l'aune des acteurs impliqués dans le financement des équipements et des infrastructures. La première question que je me suis posée donc, en faisant ces recherches, c'est s'il n'existe pas un paradoxe apparent. Monsieur le ministre va me dire que nous sommes dans la sémantique, les chercheurs, mais il nous faut pour déconstruire. S'il n'y a pas un paradoxe apparent entre le fait de passer donc, du développement à l'émergence. Souvent, c'est critiqué par les chercheurs, car l'émergence est aujourd'hui un concept non défini. Donc, beaucoup de chercheurs, notamment Gazibo et Mbabia, parle d'un concept polémique et à la fois polysémique. Qu'est-ce qui se passe? Donc, à partir de la deuxième décennie des années 2000, on constate une profusion de plans émergence. Donc, il y a beaucoup de chercheurs qui ont écrit là-dessus, Pierre Jacquemot, etc., etc. Donc, Boubacar Ba et Dimé à l'Université de Saint-Louis ont fait aussi donc, des études sur les plans émergence. Donc, on constate le Kenya Vision 2030, par exemple, adopté à partir de 2008, le plan stratégique Gabon émergent, le plan Sénégal émergent Horizon 2035 à partir donc, de 2014. Qu'est-ce que ces plans nous renseignent? C'est-à-dire que donc, l'émergence semble se substituer au final donc, au développement. Pour preuve, dans le programme de campagne du président Macky Sall, en 2012, il s'agissait du chemin du véritable développement. En Wolof, Yonou Yokote, on dit. En 2014, 2 ans après son élection, on passe au PSE, donc Plan Sénégal émergent, conçu par le cabinet McKinsey, en collaboration avec un groupe de cadres sénégalais expatriés surnommés DISSO, qui sont revenus dans un club qui s'appelle DISSO. Donc ça, c'est des recherches qui ont été faites par Boubacar Ba et Dimé, donc de l'Université de Saint-Louis. Mais que nous renseigne sur ces plans émergence? Il y a Gabas et ses co-auteurs qui parlent donc d'une vision standardisée de l'émergence. Ce sont les grands groupes qui réalisent ces plans. Pierre Jacquemot parle de plans qui sont nourris d'un diagnostic peu approfondi et d'une réalité qui est souvent en décalage par rapport aux besoins des populations locales. Donc, ils ont fait une étude lexicale de 4 plans émergence. Donc, ceux du Bénin, du Cameroun, du Gabon et du Sénégal. Ce qu'on observe, on a des grandes tendances. Donc, émergence essentiellement tournée vers l'économique. Par exemple, accent mis sur l'émergence d'acteurs structurants, accent mis sur les pôles de croissance, en gros. Donc, l'économique et le productif est souvent privilégié. Donc, c'est pourquoi il parle de vision standardisée de l'émergence. C'est-à-dire que dans les formes comme dans les contenus, ces plans émergents se ressemblent et ils ont de grandes similitudes. Mais si on s'interroge, à quoi ce terme réfère-t-il? Au Sénégal, souvent, l'émergence est associée à de grands projets.
On parlait donc ce matin donc, du garage pompier, je crois. À côté, il y a la Cité de l'émergence. C'est le premier projet pratiquement lancé par le président Sall. Donc l'émergence est associée donc, à un projet urbain. Échangeur de l'émergence encore. Mais que nous renseigne ce terme globalement? Donc c'est associé à de grands projets urbains, de grands projets d'infrastructure. Donc échangeur de l'émergence, cité de l'émergence. Mais pour moi, donc, la meilleure façon d'aborder l'émergence, en particulier au Sénégal, c'est de l'approcher à partir de Diamniadio. Pourquoi Diamniadio? Pour deux raisons principales. Parce que Diamniadio est considéré par les acteurs comme un projet qui n'est pas neutre. Ce n'est pas un projet comme les autres. Il s'agit d'une ville nouvelle, on l'a dit depuis hier, on en parle. C'est un concept lourd de sens qui est en vogue sur le continent. Donc, d'abord parce que c'est un projet de ville nouvelle. Et la ville nouvelle, comme on l'a vu, c'est pas défini, c'est très polysémique. Donc, situons Diamniadio avant d'en venir donc, à ce concept de ville vitrine. Parce que qui dit vitrine, dit éléments d'exposition, des éléments à montrer, des éléments à exposer. Diamniadio est en situation d'interface, donc en situation de contact et de transit. La ville... Si on constate bien, la ville a une situation de contact et de transit. Donc, il y a la commune de Diamniadio, donc avec la gare TER, donc une situation de contact. De transit, si on prend en compte l'autoroute qui traverse et qui dessine une sorte d'effet tunnel, c'est-à-dire quand on traverse la ville sans s'y arrêter. Et en ce moment, la ville se situe dans une logique de transit. On passe sans s'y arrêter. Donc, une double situation, à la fois de contact et de transit. Mais, dans une autre façon de voir, la ville est en situation d'interface métropolitaine. Donc, à la croisée des grands axes, et donc, la ville joue un rôle d'encadrement. Du fait, donc, des territoires de ce que j'appelle l'entre-deux métropolitain, donc les villes petites qui sont situées en amont des départements de Thiès et de Mbour, des grandes agglomérations métropolitaines, mais également du fait des grandes infrastructures qui déploient son potentiel et organisent, encadrent tout le potentiel métropolitain donc de la région métropolisée. Vous voyez, ici commence l'émergence, et l'émergence, c'est maintenant. Ça, c'est le discours du président Macky Sall en lançant le pôle urbain de Diamniadio en 2014. Donc finalement, dans les déclinaisons matérielles de l'émergence, Diamniadio est considéré comme la ville vitrine, et ce qui frappe dans ces images, c'est la dimension de ces équipements et infrastructures. Ça relève de l'ordre du supra, de l'extra, du grand, de l'ordre de l'extraordinaire, donc du spectaculaire. Et ce qu'il y a à apprendre ici, il y a une logique de spectacularisation du projet urbain. Je parlais donc de ville vitrine, donc d'effets d'exposition, donc des éléments à montrer, des éléments à exposer. Et cela se traduit dans l'architecture. On est dans donc, le grand, donc ce que j'appelle l'extraordinaire, donc une logique de spectacularisation. En déplaçant des ministères, en faisant de grands blocs, on reviendra sur les caractéristiques de ces bâtiments, mais aussi donc, en s'appuyant sur le paradigme de la ville verte, de la ville intelligente, on en a parlé, donc technologie, etc., pour organiser ces ministères. Ça, c'était la sphère ministérielle du premier arrondissement. Donc c'est vert, il y a des technologies, il y a de grands bâtiments, donc il y a une architecture imposante de l'ordre de la monumentalité. Dans la sphère ministérielle numéro 2, donc encore on voit l'architecture de verre, donc il y a le geste architectural qui symbolise en quelque sorte le pouvoir. Donc il y a une volonté de s'affirmer, donc de marquer l'empreinte du président de la République, un projet présidentiel. Encore une logique de spectacularisation, il y a la Maison des Nations Unies, donc un signal architectural fort qui fait sens. D'accord? Et là aussi, il y a l'idée de regroupement. Donc 34 agents des Nations Unies seront regroupés ici. Donc sur 14 hectares, 60 000 m², donc 40 000 m² de bureaux. Vous voyez l'effet grandeur, donc l'effet zoom, si on zoome un peu. Si on reprend donc les caractéristiques des deux sphères ministérielles, donc du premier et deuxième arrondissement, on a donc la localisation à la fois dans le secteur 1 et le secteur 2, parce que sur Diamniadio, on est sur ce qu'on appelle un urbanisme de secteur. Donc il y a 4 secteurs, donc séparés par l'autoroute et l'axe 70. Donc le coût est énorme en termes d'investissement. Conception, construction, exploitation et maintenance par des architectes, disons-le aussi, qui sont sénégalais, qui ont collaboré avec la SOGEPA notamment, qui était devenue l'ancienne AGPBE, donc l'Agence de gestion du patrimoine bâti de l'État. Donc, financement Coris Bank, Société Générale, etc., 3,5. Je vais passer très rapidement. Et
des paradigmes qui ont été faits, donc notamment la production d'énergie solaire, donc dont Diamniadio est une ville pionnière aujourd'hui. La gare également, donc la forme suit la fonction, donc une logique donc, de l'architecture moderniste. Que nous dit donc l'architecte conceptrice de la gare? Sur 10 000 m², donc la gare emblématique de Diamniadio a une capacité de 9 150 passagers par jour. C'est une gare porte de ville, certes, mais non intégrée car séparée du reste de la ville par des grilles et des clôtures, permis par les observations. Donc il y a toujours cette logique de grille, contrairement à d'autres villes dans le monde. Je ne sais pas si c'est pour des aspects sécuritaires, entre autres. La forme puise alors dans l'architecture moderniste. La plateforme de liaison imite. Donc, la plateforme de liaison, ceux qui auront la chance de faire la visite, la plateforme de liaison imite la motrice de la gare, la rame du terre. D'accord? Et les deux coursives, ici, les flèches du logo du plan Sénégal émergent. Maintenant, sur les ressorts financiers de cette production urbaine. Donc, si on prend l'exemple des équipements, Centre international de conférences, CICAD, Hôtel Radisson, Sphère ministérielle, Stade du Sénat, etc. Ce qu'on constate, c'est l'essentiel des équipements sont en partie financés par des crédits alloués par l'agence turque de coopération, donc l'agence Exim Bank Turquie. Pourquoi? Qu'est-ce que cela nous renseigne? Il y a un niveau d'endettement de ces villes élevé qui a été montré, par exemple, les financements sont lourds. En Égypte, on a montré que ces financements étaient lourds et que pour une grande partie de ces villes étaient 60% vacants du fait de financements lourds. Si je reprends donc un peu la schématisation des différents financements qui ont été évoqués, dans le prolongement donc, de la pensée de Schlimmer, Stina, financement-réalisation, ce que nous renseigne ce tableau en suivant la trame spatiale, l'armature spatiale de la ville nouvelle, c'est que finalement, il y a une reconfiguration de l'ordre géopolitique que cette ville nouvelle révèle. Parce que dernièrement, les jeunesses ouest-africaines ont montré un sentiment anti-français et ce terrain est laissé aux pays émergents maintenant, Inde, Chine, Turquie, par un délaissement graduel des financements hors aigris ou des infrastructures polluantes des pays occidentaux. Donc c'est ce que je voulais vous montrer. Et que finalement la question, est-ce que Diamniadio finalement n'est pas le kaléidoscope d'un nouvel ordre géopolitique en train de se faire? Merci Papa Dia. Merci beaucoup. Et très belle question. Alors, ici vous engagez là une approche aussi au début, une approche discursive des politiques publiques. Alors moi je suis assez sensible à ces approches. Sur la question de l'émergence, si on considère le discours, si on considère que le discours est une action à part entière, est-ce que le fait d'utiliser la notion d'émergence n'était pas plus accessible et plus réalisable que la notion de développement, hein? Donc c'est une question ouverte entre développement et émergence. Est-ce qu'on n'avait pas là une vision un peu plus réaliste qui a primé? En fait, toutes ces infrastructures-là, mais vous avez raison, l'objectif c'était d'avoir de grosses infrastructures, des infrastructures emblématiques, des infrastructures monumentales. Parce que dans le développement de Diamniadio, en termes du point de vue temporel, dans la phase de création, il s'agissait pour l'État de marquer sa présence, pour rendre attractif la zone, pour pouvoir attirer ensuite les privés. Mais dans la phase de développement, mais les privés doivent prendre le relais. Et même dans cette phase d'émergence, tous ces projets sont des 5 P. Partenariat public-privé à paiement public, mais qui devaient normalement être redonnés à des privés pour leur rentabilisation. À partir de la rente de ces exploitations, financer les autres infrastructures sociales comme les écoles primaires, les écoles élémentaires, les lycées. Ce modèle économique et social, je vous conseille de prendre ça pour pouvoir poursuivre votre travail. Mais vraiment, nous sommes ravis. Merci, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup. Et
quand Ifri nous a invités, j'ai dit, bon, nous allons sortir du débat politique partisan où l'objectivité n'est pas présente pour aller voir les chercheurs qui sont dans la science, qui posent les problèmes. Ici, au moins, ces chercheurs-là que j'ai vus sont différents des chercheurs politiciens-là que nous sommes. Parce que là, au moins, on voit ce qu'on appelle la neutralité axiologique par rapport aux objets à étudier. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le ministre. Merci beaucoup. D'abord, mes remerciements à IFRI, CCI et à la Fondation, vraiment pour cette opportunité, vraiment de participer vraiment à ces rencontres scientifiques sur l'urbain. Cela dit, la communication que je viens vraiment d'écouter de M. Dien, donc me remet vraiment un peu dans le bain. Et donc pour dire quoi, donc à l'attention de nos jeunes chercheurs, que aussi vraiment le concept de ville nouvelle, de ville neuve, de mégapole, des fois, moi je suis un peu, on doit aussi pousser la réflexion davantage. Parce que pour ce qui concerne donc les villes nouvelles, j'ai comme l'impression que c'est des villes KISS. C'est des villes qui n'ont pas de relation avec l'Interland. C'est des villes qui n'ont pas de relation avec donc, les centres urbains secondaires. Est-ce qu'il ne faudrait pas donc penser, donc là je m'adresse peut-être à M. le ministre, développer davantage les villes secondaires et en faire vraiment comment de véritables zones urbaines pouvant donc contenir tout ce qu'il y a comme activité économique, activité sociale, activité culturelle, activité sportive, plutôt que de créer de nouvelles villes qui ont du mal à avoir des links avec donc, la zone véritablement habitée du pays. Et aussi, toujours, la réflexion sur les villes nouvelles me pose souvent la question de savoir. Donc, à part quelques rares exemples, par exemple, le déplacement dans la période coloniale vers l'indépendance de Saint-Louis à Dakar, bon, qu'on peut juger d'exemple réussi du défunt président Mamadou Dia. À part ça, quand on prend l'exemple des villes comme, j'ai écouté hier l'exemple d'Abuja, oui, et je termine par là. Donc, ne pas faire de telle sorte que ça devient, les villes nouvelles deviennent des villes, une sorte de mégalomanie politique, de mégalomanie présidentielle. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Diop. D'abord, merci au présentateur. Je voulais intervenir au premier panel, puisque voilà, c'était le panel qui m'intéressait le plus, d'autant plus que ceux qui étaient autour de la table étaient soit des experts et des politiques. Sachant que les deux sont entremêlés sur la question qui touche un peu aux villes nouvelles. Moi, ma question sera la question d'un habitant lambda de Diamniadio, de Sébikotane, de Bargny ou de Lagrose. La question de l'appropriation, elle a été posée. Comment peut-on faire pour que ces communes, ces habitants qui gravitent autour du pôle urbain se sentent concernés par le projet? Et je pense que cette problématique a été posée depuis très longtemps. Depuis des années, des forums ont été organisés. Mais jusque-là, on sent un peu qu'il y a une colonisation administrative, en fait. C'est un État central qui, à travers une vision, a voulu mettre en œuvre ou à mettre en pratique une vision. Et qui, de loin, ne correspond pas aux attentes de ces populations. Donc je pense qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de Diamniadio, mais en tant que Diamniadiois, ce projet ne me concerne pas. Il est vrai qu'il y a des écoles qui sont construites, il est vrai qu'il y a des districts de santé, mais à l'opposé, le district de santé, par exemple, de Diamniadio, Elisabeth Diouf, qui cristallise toutes presque les maladies, etc., est sous-équipé. Et on voudrait dire aux Diamniadiois qu'il y a un hôpital, qu'il y a une école, qu'il y a un lycée, alors que le lycée Ousmane Sow, c'est là où se trouve la majeure partie des Diamniadiois, est sous-équipé ou n'est pas en tout cas aux normes. Et pour moi, dans la réflexion que nous menions, il faudrait qu'on essaie de voir comment faire en sorte que ceux qui gravitent autour de ces cités nouvelles ou cités émergentes ou villes justes puissent aussi se sentir concernés.
Et d'autant plus qu'on parle souvent de discrimination dans les politiques publiques. On dit que oui, c'est l'État qui détient, c'est l'État qui propose, c'est l'État qui définit. Et dans une démarche nouvelle, il aurait été bien ou il aurait été mieux de faire en sorte, en tout cas, d'intégrer ceux qui sont à la base. En tout cas, c'est ce que j'avais à dire. L'autre chose, la dernière question que je voudrais poser à M. Dien, est-ce que dans vos recherches, vous avez pu mener des recherches sur Diamniadio qui existait bien avant le port urbain? Même sur la question, par exemple, du Gard, du terre, on dit que c'est Diamniadio, mais en tant que Diamniadiois, cette partie ne faisait pas partie de Diamniadio. Donc je pense que même dans la conceptualisation, dans la définition de ces concepts-là, il aurait été bien de partir de l'appréhension que les Diamniadiois, eux, se font du territoire avant d'en aller à ce que l'État lui-même propose. Et je pense que de là, on pourrait... Mais vraiment, pour les pôles à venir, à savoir Daga Kholpa, on a parlé de Tamba, etc., au moins qu'on ne puisse pas avoir de fracture, puisque cette question-là, c'est une question qui demeure. Alors, sur l'émergence ou le développement, ça rejoint un peu la question de Cicero, en lien avec l'idée de ville vitrine. Qu'est-ce qu'il dit? Son discours est important, dans la mesure où il dit « ça ne me concerne pas ». Finalement, donc, l'idée de ville vitrine s'inscrit dans une double tension. On fait vitrine pour produire de l'attractivité, pour montrer quelque chose, et derrière « ce ne me concerne pas » signifie quel est donc le degré d'appropriation de la ville pour ses habitants. Qu'est-ce que ce projet leur renseigne? Quelle est la signification? Quel est le contenu, le sens que ces populations donc, donnent au contenu ville nouvelle? Donc, ce qui change au final sur l'émergence ou le développement, c'est l'ouverture diplomatique. On a parlé donc de l'IFRI, il y a une réunion auquel je n'ai pas participé, mais ils ont parlé donc de la diplomatie des villes. Aujourd'hui, c'est l'ouverture. Les villes aujourd'hui qui financent, en réalité, ils ont connu aussi la trajectoire des villes nouvelles. Et ce qui se fait aujourd'hui, c'est une circulation des références et des pratiques urbanistiques. Ce sont ces mêmes villes qui aujourd'hui conçoivent nos infrastructures, Indochine, Turquie, parce qu'ils ont construit aussi des villes nouvelles, et que ce qui fait finalement donc, un basculement de l'ordre géopolitique, il y a plus de circulation sud-sud que nord-sud. Voilà, c'était ma question.